sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce numéro de Scène de Presse. Scène de Presse, édition de ce dimanche 2 juin 2024. Notre centre d'intérêt ressemble fort bien à ce qu'on appelle dans le jargon des journalistes un marronnier. Un article de presse sur un événement récurrent et prévisible. Le sujet relatif à la liquidation des anciennes sociétés d'État, ce sujet revient tout le temps dans l'ordre des faits traités par la presse. Nous structurons donc l'échange de ce soir autour de la question que sont devenues les liquidations de ces sociétés d'État ainsi que leur patrimoine immobilier. Les personnes ressources autour de moi, c'est Joseph-Marie Elundou. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci pour toute la peine que vous êtes donnée. Vous venez de Douala, vous êtes journaliste économique. Oui, disons que je suis parti de Douala, je venais d'Abidjan. Ah. Donc, nous sommes honorés. Sinon, je suis parti de Douala ce matin parce que je ne pouvais pas manquer ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé rester à Douala pendant ce week-end. Bon, ben écoutez, je suis heureux d'être avec vous. En face de vous, Léopold Ndassi, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. C'est un plaisir d'être là quand nous sommes conviés. Donc je dis bonjour à tous mes conducteurs de ce soir. Vous êtes journaliste, écrivain, chef du service politique du quotidien Le Messager. Du moins, c'est le dernier titre que vous aviez au moment où... Bien sûr, on ne m'a pas encore levé. Je suis toujours en poste, c'est avec plaisir que je suis là-bas. À Pierre Claver Kodo, bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir, merci déjà pour l'invitation, bonsoir à mes copanélistes et surtout un énorme bonsoir à vos millions de téléspectateurs et certainement de téléauditeurs aussi. J'espère être à la hauteur de leurs attentes dans le cadre de ce programme qui va démarrer dans un instant. Alors, il aime qu'on dise qu'il est journaliste panafricaniste, il est directeur de publication du journal Horizon Nouveau, consultant de TV et coordonnateur en charge de la communication au sein du syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, ça s'appelle SYNAGIC. Et je termine en disant qu'il a été fait chevalier du mérite camerounais par le président de la République le 20 mai dernier. Félicitations. En effet, merci Jean. Je suis d'ailleurs très honoré pour cette marque d'attention de la République. Alors, Charlie Eli Zan, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être venu. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des personnes ressources venant de Douala. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et c'est très important d'être ici à Yaoundé, dans la capitale politique et administrative, pour parler justement de notre patrimoine, les biens de notre pays, notre patrimoine. Je suis heureux et merci de l'invitation. À tous, merci d'être venus. Mais avant de parler de la liquidation des sociétés d'État, revenons sur le fait sportif qui a cristallisé l'attention cette semaine. On a trouvé enfin une porte de sortie à la crise entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. On a désormais la tête plongée dans les préparatifs des 2 matchs qui sont annoncés. Les matchs arrivent le 8 juin face au Cap-Vert et le 11 juin contre l'Angola, des rencontres comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. C'est la fin partielle ou définitive d'un feuilleton, ce qui s'est passé cette semaine. Je commence par Charlie. J'avais dit il y a 2-3 semaines dans un média à Douala que je souhaite que dans notre société africaine, lorsqu'un enfant et son père ont des problèmes, les oncles à côté entrent en scène. Les oncles à côté ramènent la paix. Et c'est ce que certains oncles ont fait. Hier, j'ai suivi l'enfant dire « je m'excuse » à la République. J'ai vu l'entraîneur principal, le sélectionneur dire « je m'excuse, on va travailler ensemble pour le rayonnement du Cameroun ». À tous ceux qui ont contribué, vraiment, allons vers là et que toutes nos pensées positives et optimistes soient envers nos lions. Oui, Pierre Claver. Oui, je crois que ce qui a été fait hier est un sacré coup de maître et je crois qu'il faut saluer l'implication personnelle, selon certaines sources, digne de foi du chef de l'État dans cette démarche, parce que tout allait dans tous les sens, au mépris de l'intérêt de la nation, au-delà des querelles. Je pense que les bases sont désormais claires et chacun saura qu'est-ce qu'il a à faire dans l'intérêt de, justement, de la qualification de Lyon, ou alors du rayonnement de nos Lions. Je ne peux pas, comme le rappelait d'ailleurs Elie, on ne va plus remuer le couteau dans la plaie. On s'est dit quand même que du moment où la sérénité est revenue, le 8 juin, c'est le 8 juin. 8 juin. C'est pas loin
Mais c'est suffisant pour une préparation sereine. Ça peut se préparer en très peu de temps, mais pourvu que le moral et la sérénité règnent au sein de la tanière. Donc je crois que le 8 juin va nous confirmer tout le bien que nous pensons de ce retour à la calmie au sein de la tanière des lions. Mais je pense qu'on devait tirer les enseignements pour que cela ne se répète plus. C'est ça qu'il est question maintenant. Ça, monsieur Eto'o et tout l'encadrement, ils sont assis, ils sont compris. On espère que la paix va aller jusqu'au bout. Mais que cela, comment devons-nous faire pour que cela ne se répète plus? Pendant toute une semaine entière, toute la nation, dans les médias à l'extérieur, c'est le Cameroun qui était au devant de la scène, mais de quelle manière? Il faut voir. Nous étions au bord du gouffre. Donc, tirons des conclusions pour que des conséquences, des enseignements pour que cela n'arrive plus. Voilà ce que je peux émettre comme souhait pour que le 8, certainement, et le 11 juin. Voilà, qu'on ait des résultats satisfaisants. Mais bravo à Marbis, parce que vraiment, excuse-moi de le dire, je trouve que ce monsieur a un mental qui m'éblouit. Qu'il est resté dans ce micmac. Il n'a pas crevé, je le dis, ils n'en est pas content, ça me fait plaisir pour une fois. Que ce blanc qui est arrivé, il a trimé. Il est bien baptisé. Aujourd'hui, les Camerounais, c'est bien. Etienne Labarak étant Camerounais. Alors, les Lions indomptables logés dans le groupe D sont quand même leaders avec 4 points qu'ils ont engrangés en 2 rencontres. Les prochains matchs s'annoncent déterminants. Est-ce que notre équipe aura le mental nécessaire, Joseph Marie, pour affronter cette compétition? Je voudrais quand même ne pas me dérober. Pour donner quand même mon point de vue, c'est un doyen, parce que j'estime qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes des doyens. Sur ce que nous observons, que nous n'avons pas la tradition de la conciliation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut construire. Il faut construire cette tradition, une tradition de la conciliation. Parce que c'est ce déficit, cette vacuité de tradition de la conciliation qui a mené tout le monde dans ce micmac. En réalité, on a même eu l'impression qu'il n'y avait plus d'intelligence au Cameroun. C'est quelque chose qui était quand même assez extraordinaire. Nous ne citons personne. L'autre chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'on a aussi mesuré le niveau de passion des Camerounais pour le football. Et c'est une passion qui peut même devenir dangereuse. Je pense qu'il faut que ça reste un jeu. Parce qu'on a entendu tellement de choses. Il faut que ça reste un jeu. Et que les Camerounais sachent que le Cameroun peut perdre. Bien sûr. Oui, le Brésil perd, l'Allemagne perd, les grandes nations. Le Cameroun peut perdre. Et cela ne doit pas devenir un problème quotidien, national, au point où on se tire dessus. Surtout vraiment le Cap qui joue très bien au foot. Et maintenant, le 8, on aura un beau spectacle. Ce que je peux redouter, effectivement, c'est qu'on se retrouve devant une équipe qui n'a pas suivi la cohésion qu'on a commencé à avoir hier. Je viens de vivre une expérience dans un pays que j'ai nommé tout à l'heure, où j'ai vu des gens partir d'une situation catastrophique pour gagner une Coupe d'Afrique. Et qu'est-ce qui avait fait la force? C'était le chorus national. C'est-à-dire, vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que les Camerounais peuvent maintenant porter cette équipe? Parce qu'il faut maintenant qu'ils se retournent, s'ils sont d'accord avec la réconciliation. Est-ce que les Camerounais, parce que vous savez, il y avait la bataille entre Africa Foot et MINSEP qui s'est répercutée sur d'autres groupes. Les groupes, les fans ici, à gauche, à droite, c'était vraiment là où se jouait l'affaire. J'espère que ces fans-là vont également faire la paix pour qu'effectivement, on ait une équipe qui va être soutenue, une équipe qui va être sans conflit, une équipe dont la formation va être acceptée de tous, et que cela peut-être devrait également, en fin de compte, j'ai mesuré également l'intérêt que les autres nations ont pour le Cameroun. Bien sûr. J'ai écouté comment ailleurs, au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, que des gens étaient vraiment concernés par cette situation en Europe également. Et en fin de compte, je voudrais quand même qu'on cesse de déranger le patriarche. Je crois que le patriarche de la République a des choses plus importantes à faire que de venir s'immiscer dans une affaire de ballon. C'est aussi une chose importante pour les Camerounais, on l'a vu. Oui, je veux dire que ça devrait pouvoir se gérer
au niveau de ces lieutenants. Une édition spéciale de Jeune Afrique Économie est dans les kiosques. Son titre, Les présidences de Paul Biya. Le magazine présente en français et en anglais sur plus de 400 pages la marque indélébile du chef de l'État dans le développement du Cameroun, en particulier, et de l'Afrique en général. L'homme Biya y est décrit dans ses multiples facettes. Franck Evina nous propose ici une note de lecture. L'impact historique d'un homme d'État avant-gardiste mérite bien un numéro spécial dans Jeune Afrique Économie. Le titre, Les présidences de Paul Biya renferme une pluralité d'actions qui confère au père du renouveau sa réputation de bâtisseur infatigable et sage africain. L'impérieux devoir de servir qui l'a toujours animé est souligné à grands traits dans l'éditorial de Blaise Pascal Talla, Percer le mystère de l'homme Biya, un exercice fastidieux pour le magazine qui relève ce caractère discret, marqué par des silences actifs, un mental imperturbable et insubmersible. C'est ainsi qu'il est présenté par Jeune Afrique Économie comme l'homme qui a transformé la France-Afrique. Paul Biya, le politique, dont la discrétion légendaire est souvent prise à tort pour de la passivité, a pourtant une main de fer dans un gant de velours. Agir efficacement sans trop parler, la marque déposée du chef de l'État transparaît aussi dans son attachement au développement du Cameroun en particulier et de l'Afrique en général. Jeune Afrique Économie salue ainsi l'architecte du sentiment national, le porte-parole naturel du continent, ses relations particulières avec les jeunes, un système financier assaini et rentable, les nouvelles fiertés infrastructurelles du Cameroun et bien d'autres. Jeunesse, sport, université, santé, éducation, justice sociale, Jeune Afrique Économie, numéro spécial, les présidences de Paul Biya, 428 pages à feuilleter, la belle histoire d'un homme d'État qui investit dans l'avenir. La dévaluation du franc CFA au début des années 90 marque la seconde vague des privatisations recommandées par les institutions financières internationales. Le Cameroun a lancé son programme de privatisation au moment où la situation macroéconomique était des plus défavorables. La disparition des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun pose donc le problème fondamental de la législation applicable. En effet, selon Pascal Nguye Kanté, il est enseignant à l'université à Tchang, nous avons eu un des documents, une réflexion qu'il a eu à conduire sur le sujet. Il estime que le régime des activités des entreprises publiques et parapubliques présente un caractère mixte. Le fait que le législateur ait maintenu une réglementation dualiste en la matière, est-ce que cela a facilité les choses pour que nous puissions avoir plus d'éléments sur la gestion du patrimoine après? Est-ce que vous avez le sentiment que du point de vue juridique, du point de vue de la réglementation, tout est clair? Ce qui s'est passé, c'est que il fallait changer après la défaite du socialisme. L'Occident chrétien capitaliste voulait imposer au monde le libéralisme et le néolibéralisme. C'est ça qui fait que, à un moment donné, à la fin des années 80, lorsque le chef d'État camerounais annonce qu'il faut se serrer les ceintures, il y avait une crise qui était une crise financière tendue, qui privait le Cameroun de ses ressources. Le Cameroun, bien que Paul Biya, quelque temps avant, ait dit qu'il n'ira pas au Fonds monétaire international, était obligé de se retourner vers les institutions de Bretton Woods pour effectivement aller demander de l'argent. Et c'est là où on lui dit, bon, si tu veux avoir de l'argent, voici les conditionnalités. Et l'une des conditions fortes, c'était le retrait systématique de l'État du secteur productif. Et donc, c'est un peu, je vais dire, une sorte de forcing. On nous a poussé vers ce nouveau modèle économique qui disait que l'État devait rester un facilitateur et laisser l'économie au secteur privé. Voilà les faits. Ce qui est certain, c'est que c'est une situation nouvelle pour toute l'économie du Cameroun. Étrange même. Est-ce que donc dans cette nouvelle approche, parce que cela s'est accompagné par le développement d'un arsenal juridique, on a pris des lois, il y a eu un encadrement pour que, après les privatisations, que l'État se soit dessaisi du secteur productif, que les choses se passent bien. Est-ce que cet encadrement...
Est-ce que ce cadre-là a favorisé les choses par la suite? Non, le cadre n'avait pas, franchement, pour objectif de favoriser quoi que ce soit. Les choses ont été faites de manière tellement rapide, parce que nous étions calés dans le programme d'initiative PPT qui devait s'arrêter en 2006. Donc ça fait que lorsqu'on arrête par exemple en 2006, on arrête alors que les processus sont en train de se mettre en place. Vous voulez modifier de 1960 à 1990, ça fait 30 ans. Vous voulez changer le modèle économique, vous ne pouvez pas le faire en 10 ans. D'accord. Oui. Oui, merci pour cette question. Je voudrais rappeler le contexte à l'époque où les privatisations ont lieu. Je vous rappelle que le Cameroun, en 1980, avait dans son portefeuille près de 200 entreprises à capitaux publics qui absorbaient la main-d'œuvre, qui créaient de la richesse et qui, en réalité, faisaient du Cameroun un pays en voie de développement. C'est-à-dire 20 ans après, pour vous rappeler, si la liste ne peut pas arrêter une liste exhaustive, mais c'était des grosses pointures. Je vais même vous rappeler que l'acquisition du Boeing 747 qui a fait notre fierté a été réalisée grâce au fonds de l'ex-ONCPB qui a payé cash cet avion. Le président Idjo l'a acquis cash parce qu'il y avait de l'argent et l'ONCPB était dans ce rôle. Donc, en plus de l'ONCPB, il n'y a pas que les 4 ou 5 entreprises que vous citez. Elles sont nombreuses, bien sûr. J'ai dit c'est près de 200 entreprises. Et ça, nous travaillons sur ce dossier depuis près de 20 ans. Moi, j'ai eu le privilège de travailler dessus depuis très longtemps. Mais ce qui va se passer, c'est que les institutions de Bretton Woods vont créer une crise mécanique qui est d'abord activée par la mévente des produits, des matières premières. Alors, pendant que cela est en cours, on provoque une dévaluation. Une dévaluation du franc CFA, parce que c'était une dévaluation extrêmement violente. Elle nous tombe sur la tête et puis nous la subissons. Après cette dévaluation, on vous présente un programme d'initiative PPTE qui, en réalité, n'avait pas été précédé par une réforme juridique. Parce que les privatisations, en fait, nous tombent dessus sans qu'il y ait eu au préalable des dispositions juridiques permettant de les gérer de manière rationnelle. Alors, nous sommes en 2024. Je suis sûr qu'on s'est rattrapé. Après, il y a la loi WADA qui est arrivée, il y a plein de textes qui sont arrivés. Non. Est-ce que tout cela nous amène aujourd'hui à voir clair sur la liquidation de cette façon? On ne va pas revenir sur les privatisations, il y a eu tout ce qu'il y a eu, mais maintenant, regardons ce qui est arrivé après la privatisation. Ce qui est arrivé après la privatisation était prévisible. Le cadre juridique notamment. Oui, était prévisible, parce que les privatisations ont eu lieu en l'absence d'un cadre juridique, ça il faut le reconnaître. Je vous rappelle que les contrats dont nous parlons, dont nous faisons allusion, certains contrats dont nous faisons allusion, ont été signés entre des individus. Vous vous rappelez, dans le cadre des missions de la commission de technique de privatisation et de liquidation. Mais est-ce que ces gens avaient capacité d'engager la fortune qui s'élevait, la fortune de toutes ces entreprises décapitées, qui allaient quand même chercher dans les 20 000 milliards de francs CFA? Et je tiens aussi à vous rappeler que le Cameroun rentre dans le FMI avec une dette de moins de 5 000 milliards, alors que les actifs, les entreprises à décapiter s'élèvent à plus de 20 000 milliards. Les entreprises à décapiter. Oui. Et ça pose donc un problème. Ça pose un problème de fond. Ça suffit simplement que nous avons subi les privatisations sans être préparés de les gérer, puisque personne n'avait prévu les conséquences de ces privatisations de manière réaliste. Je voudrais entendre Charlie et Léopold sur la question. Oui. Est-ce que le cadre normatif, le cadre juridique, a aidé les choses au Cameroun? Parce que ce que nous vivons en 2024, il faut qu'on se rappelle que ça vient de loin. Je ne sais pas de quel cadre parle Séverin. Parce qu'il faut, il faut qu'on contextualise, comme il a dit tout à l'heure. Lorsque le Cameroun était obligé de se séparer de ces entreprises, qui, disons-le, le Cameroun n'avait pas les moyens à l'époque de les entretenir. D'ailleurs, quand le président Biya va vers les institutions de Bretton Woods, c'était de l'argent certainement pour revenir, les faire fonctionner, etc., pour faire fonctionner ces entreprises-là de manière honnête. Nous devons le reconnaître qu'il fallait de l'argent, ça pesait lourd.
Nous l'oublions pas. Je vais revenir sur ce qu'il a dit en 88. C'était en 88 qu'on a commencé à aller au sentier, serrer la ceinture. Pourquoi? Parce que les prix des matières premières sur le marché étaient tombés en chute libre. On ne peut pas le nier. Je suis d'accord, mais quand l'État sort du secteur productif, l'État a des biens. Oui. Ces entreprises ont été dans le portefeuille de l'État. Bien sûr. Comment on va gérer? Est-ce que le cadre juridique qui a permis de gérer... Je te comprends maintenant. C'est la question que je pose. En réalité, là, c'est une bonne question. La gestion s'est faite de manière chaotique. Voilà. Parce que l'État du Cameroun, vu la circonstance, était abrupte. Il ne pouvait pas être préparé pour mieux comprendre les enjeux de tout. N'oublions jamais, l'État du Cameroun ne prenait pas une entreprise, une société, l'État n'était pas propriétaire à 100%. Il y a des biens. Sur l'État français, par exemple, l'État du Cameroun avait 51, il y avait des parts à gauche et à droite. Donc, quand le Cameroun va devant les institutions et qu'on lui demande, on commence avec différents plans d'ajustement structurel, ce sont les mêmes partenaires du Cameroun dans les entreprises qui mettent la pression, font pression pour que le Cameroun cède. Et vous allez voir que ce sont ces partenaires qui étaient avec le Cameroun qui, du jour au lendemain, ont repris de la main gauche ces différentes entreprises. Si vous regardez autour, vous allez voir que c'était comme ça. Laisse-moi finir, si tu me permets. Deuxième chose, toujours dans le plan réglementaire, pour dire que ça n'a pas été bien fait, si nous prenons le cas que nous allons voir tout à l'heure sur le plateau, il y a les biens qui sont restés en dehors, par exemple, de la liquidation. Ça veut dire qu'on dit, écoutez, on va vendre, on va céder Régie Fercam, ben écoute, on va rapidement donner, mais tous les acquis de Régie Fercam, dans la séparation, dans la liquidation, on n'a pas tenu compte. Cela ne montre que la précipitation, l'impréparation, et c'était que normal. Puisqu'on allait vite, on dit au président, pas au président, on dit à l'État du Cameroun écoutez, vous allez vous séparer de ceci, vite fait, allez là-bas. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de l'argent. N'oublions pas que... Juste une petite précision sur ce plan. Oui. Lorsque vous parlez du cadre juridique, mais il y avait un cadre opérationnel qui était conduit par le CTS, le comité technique de suivi. Oui. Le président de ce comité de suivi s'appelait Urbain Olangana Awana. Il était secrétaire général du ministère des Finances. Il y avait un président du CTS et ils avaient donc mis en place un comité technique de réhabilitation, une commission technique de privatisation et de liquidation qui étaient donc les instruments opérationnels pour effectivement enlever à ces sociétés la qualité de l'État. Et je voudrais d'ailleurs, tout en soutenant les approches de mon frère Séverin, dire qu'en réalité, lorsque on décide de faire tomber ces entreprises, parce que c'est une décision stratégique qui est menée par les grands cabinets stratégiques occidentaux. Parce qu'il faut nous mettre dans l'escarcelle des économies libérales. Et j'ai écrit un ouvrage là-dessus, on a identifié. L'ONCPB à l'époque, on ferme avec 59 milliards au trésor camerounais. Et près de 24 sociétés qui avaient été reçues de l'argent de cette structure-là, d'État, qui était dans l'argent des paysans, en réalité. Donc je vais finir en disant simplement que c'était une période assez étrange où les expertises n'étaient pas affûtées. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui étaient appelés à porter la question des privatisations au Cameroun sortaient d'un moule de l'État social. Et il fallait maintenant transformer l'État social en État libéral. C'était ça, en fait, l'un des problèmes de fond. Ouais. En fait, il s'agit de quoi? C'est qu'à un moment donné, nous devenons des pays, des États. Lorsque nous prenons nos indépendances, parce que nous avons demandé des indépendances, les Blancs nous les accordent en disant comme on fait au village, on donne la chèvre, on retient la corde. Et pousse les présidents de la République de ces pays-là, nouvellement institutionnalisés en pays, à signer des accords financiers, des accords coloniaux avec eux. Mais sauf que dans ces accords, il y a plusieurs postulats qui voudraient, par exemple, qu'au niveau du secteur productif, que les pays-là fassent de la production en même temps. L'Europe, le vieux continent, l'Amérique qui sort des guerres, c'est l'Afrique qui est le grenier en termes de matières premières de ces gens-là. Or, première chose qui te paraît bizarre, c'est que c'est là-bas que se fixe le prix de tous nos produits. C'est-à-dire, vous produisez la banane, le cacao, c'est ce que vous produisez, mais c'est eux qui fixent les prix. Deux, ils ont donc deux problèmes là-bas. Un choc boursier, un choc pétrolier, dû au problème des Arabes qui disent qu'ils ne veulent plus donner le pétrole comme il faut. La conséquence, c'est que la rareté des devises pousse donc nos partenaires européens à dire aux pays africains, eh bien, comme vous êtes donc l'actionnaire principal
de toutes vos entreprises et du secteur industriel et du secteur productif, vous devez donc lâcher un peu de votre capital aux entreprises privées qui ont les moyens, qui vont les racheter. Ça veut tout simplement dire que l'État du Cameroun, à la SINEC par exemple, qui est 100% son capital, doit céder 51% de ce capital à une autre structure privée et l'État ne garde que 49%. C'est là où le président Paul Biya est malin. Parce que dans cette affaire, il réussit à convaincre ses partenaires africains pour qu'ils passent de OCAM à OHADA. OHADA maintenant qui devient donc le moule institutionnel, réglementaire et législatif pour permettre aux entreprises de faire la migration, pousse donc le président Biya à mettre en place cette dualité-là. Au sein de l'entreprise camerounaise. Alors, le résultat, c'est quoi? Oui. Le résultat, c'est qu'à la fin, vous avez, lorsqu'il faut maintenant privatiser, c'est-à-dire céder, vous avez des entreprises qui viennent comme ça acheter pour des miettes notre patrimoine. Vous avez des individus, entre guillemets, qui réussissent par des couloirs plus ou moins feutrés ici à Yaoundé à commencer à gérer les actifs de ces entreprises, donc le sujet de l'émission. Et enfin, vous avez quand même le président qui réussit plus tard à renationaliser ces entreprises. Il faut quand même saluer le fait que le Cameroun, dans cette escarcelle de la zone franche, soit quand même l'un des rares pays qui gère lui-même et son sous-secteur minier, la Sonamine, son sous-secteur des hydrocarbures, la SNH, et enfin, il prend un exemple, vous avez SINEC qui devient Camoite et CDE qui devient Camoite camerounais à 100%. C'est ça qu'il faut saluer. Alors, je suis tombé sur un document, on va avancer. La liquidation, le document dit ceci, la liquidation des entreprises publiques au Cameroun est marquée par son ambivalence. La liquidation est d'abord une procédure collective de règlement du passif qui restreint, dès qu'elle est prononcée, les droits et les prérogatives antérieures des créanciers. La situation des dirigeants est la même également que dans une société privée en faillite. Dès la publication de la décision prononçant la liquidation, ils sont dessaisis de leurs fonctions. L'administration du patrimoine de l'entreprise est confiée en contrepartie au liquidateur. Il est chargé notamment d'en vendre les actifs mobiliers et immobiliers et le produit de la réalisation des biens servira à payer les créanciers selon un ordre rigoureux. Vous allez comprendre pourquoi je donne lecture de ce document, parce qu'il nous permet d'entrer justement dans la question qui nous interpelle. Nous allons parler de la gouvernance des biens publics pour le cas précis de l'ONPC, l'Office national des ports du Cameroun, qui visiblement fait problème. Est-ce que la réforme telle qu'instruite par le président en 1998, vous l'avez signalé tout à l'heure, et qui consacre notamment la mutation du régime d'un office des ports à d'autres organismes portuaires autonomes, vous avez le port de Kribi, vous avez Douala, etc. Est-ce qu'on est resté dans l'esprit de ce document? Est-ce qu'il y a eu des liquidateurs officiels nommés? Il y a eu des liquidateurs officiels nommés, mais qui n'ont jamais dressé le bilan de leur liquidation. Oui, il y en a eu. L'ONCPB en a eu. La Régie nationale des chemins de fer en a eu. Et pour le cas de l'ONPC, l'ONPC en a eu. Il y en a beaucoup, pratiquement toutes, même la Sofibel à Belabo en a eu. Sur les 200 entreprises, même la Zapi Est en a eu, même la Sodoka en a eu. Le vrai problème, c'est que ces liquidateurs n'avaient pas d'obligation de résultat. Je voulais poser la question, s'il y a eu des liquidateurs, est-ce que leur cahier de charge est conforme à cet esprit? Je voudrais dire une petite chose, c'est que vous abordez une question essentielle dans cette affaire. Et parce que cette période-là souffre d'un déficit d'audit. Cette période, qui est une période noire. Vous avez entendu un chiffre, 20 000 milliards. C'est ce qu'il faut aujourd'hui injecter au Cameroun pour qu'il lance son programme d'émergence. Donc, c'est une période importante qui ne peut pas s'arrêter sur une affaire de 3 sociétés. Pourquoi? Parce que Paul Biya lui-même, en 2007, demande un audit de toutes les privatisations et liquidations. Une instruction claire à l'époque, en 2007. Mais il n'y a jamais eu un début d'audit. Il n'y a jamais eu. Est-ce qu'on s'est lancé dans les liquidations sans audit? Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, justement, parce que le problème qui circule dans les journaux, le port autonome, le cabinet, il y a tous ces éléments qu'il faut déjà mettre sur la table. Est-ce que les choses ont été faites de manière... C'est là où la faiblesse, mon cher frère, c'est là se trouve la faiblesse. Tout le débat que vous voyez là repose sur le fait que ceux qui devaient exécuter l'audit demandé par le président de la République ne l'ont jamais fait. On a donc gardé
un flou total sur les 200 sociétés dont parle aujourd'hui notre... et donc, ça fait problème. Bon, il y a une société, il y a une affaire qui préoccupe tout le monde, qui est celle de l'ex-ONPC, divisée en 4 ports du Cameroun, la PA de Douala, PA de Limbe, PA de... Mais moi, mon problème dans cette affaire, c'est qu'on fait toujours comme disent les jeunes. Quand le SAI vous montre le doigt, la lune, vous regardez son doigt. Moi, je vois quelqu'un qui est venu, qui nous annonce qu'il a eu à liquider, à reliquider. Parce que là, c'est quelqu'un qui arrive, on appelle ça les actifs résiduels, arrive après l'arrêt des privatisations par le ministre des Finances à l'époque. On dit c'est terminé les privatisations. Ce quelqu'un-là donc vient après les privatisations et nous annonce que les 3 sociétés, les seules 3 sociétés que lui il a eu à aller rechercher les morceaux perdus, lui font 285 milliards de patrimoine. Pour moi, ça peut être considéré comme un début d'audit. C'est-à-dire que pourquoi ne lance-t-on pas pourquoi est-ce qu'on est dans des batailles de 2 bâtiments à Douala, de 3 bâtiments à Limbe, etc. Alors qu'on nous parle ici, et ça vient de M. Nkodo, de 20 000 milliards en promenade, en balade sur l'ensemble du territoire. Prenez une société comme la Sodeblé. Vous connaissez ce que ça peut représenter en termes de patrimoine foncier? Non, monsieur Lundu, vous savez que dans ce domaine, nous ne serons jamais d'accord, vous et moi. Je ne cherche pas à être d'accord avec vous. Justement, et puis je n'aime pas cette... Je ne m'adresse pas à vous. On s'adresse aux Camerounais. Nous sommes dans un débat interactif. Donc vous donnez votre point de vue, sans forcément vous parler de moi. J'ai compris, j'ai du respect pour les aînés que vous êtes. Je voudrais juste dire aux Camerounais qui nous écoutent que c'est aussi ça l'un des problèmes que nous avons au pays, monsieur Adeka. C'est que nous avons l'impression que certaines personnes veulent béatifier certains. Alors que votre texte, si vous pouvez nous relire le préambule de votre démission quand nous rentrons dans le plein fouet en citant l'ONPC. Vous avez donc quelqu'un qui reçoit mandat de l'État du Cameroun à travers le ministre des Finances. La première chose qu'il faut dire, c'est que lorsqu'il reçoit ce mandat, il n'est pas un liquidateur. Et pourquoi vous parlez de quelqu'un? Laissez-moi avancer. Le cabinet a tout. Il faut le dire ainsi. On parle de l'ONPC. Il n'est pas liquidateur. Parce que quand on est liquidateur, c'est le ministère de la Justice qui vous donne onction. Quand il s'agit maintenant du ministère des Finances, vous êtes ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, un gardien du patrimoine. Et plus tard, on a étendu les pouvoirs du cabinet à tout pour pouvoir gérer et apurer le passif qui sont les dettes. Les employés qui pleuraient leur salaire, les dettes envers les banques, on appelle ça les tiers. C'est que pendant que vous gérez ce patrimoine, vous pouvez vendre ci et là. Vous avez non seulement la comptabilité à faire, et aussi, au fur et à mesure de ce que vous recevez, apurer la dette sociale de l'entreprise. Première question. Entre le jour où Cabinet Atou reçoit cette permission de l'État du Cameroun, jusqu'à nos jours, l'a-t-il fait? Non. Deuxième chose, on est plutôt dans une bataille où vous avez, d'après le décret 2019/034 du 24 janvier 2019 du chef de l'État, signé Paul Biya, je parle du président de la République, qui réorganise le port autonome, je parle du port autonome, voilà. Vous avez donc un directeur qui arrive, bon, ceux qui arrivent après, ceux qui sont multipliés, qui disent donc, le chef de l'État, qui est l'élu national et qui a mandaté le ministre des Finances, qui a signé avec M. Atou cette gestion, vous demande de remettre tous les actifs, tous les biens de l'ex-ONPC appartenant à chaque port dans son giron respectif. Quelqu'un dit non. Deuxième chose, le même Atou reçoit du même ministre des Finances ce document que j'ai entre mes mains, qui lui demande d'arrêter tout simplement ce qu'il continue à faire. Nous sommes le 8 juillet 2022, signé Motazé, il dit non. Donc vous avez donc là 2 problèmes qui se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, Camerounais que je suis, élu municipal, est-ce que je peux avoir de toutes ces personnes qui ont reçu mandat de l'État du Cameroun de gérer les actifs de ces entreprises, une comptabilité claire et qu'on le sache? Est-ce que derrière, les trucs ont été payés? Et 3, comment se fait-il qu'un ministre signe un document en 2022 et qu'en 2024, jusqu'aujourd'hui, rien ne soit fait? Alors, donc, il y a un autre problème plus loin que ça. On va revenir sur ça. Revenons sur... J'ai posé une question et vous avez semblé continuer la question. Y avait-il un liquidateur? Quel était son cahier des charges? Nous prenons le cas de l'ONPC. Alors, lui dit qu'il n'y a pas un liquidateur, n'était pas officiel.
cabinet Atou n'était pas le liquidateur officiel, c'est ce qu'il dit. Non, le cabinet Atou n'était pas le liquidateur officiel. Ah, ok, merci. Ce n'est pas, le mot officiel n'est pas... Bon, je sens le mot officiel. Il y a eu des liquidateurs. Non, s'il vous plaît. Il y en a eu. Ça, le cabinet Atou, on parle ici d'actifs. Je crois que c'est clair là déjà. Actifs résiduels. Actifs résiduels. Oui. Ça veut dire qu'on a liquidé l'essentiel. Voilà, absolument. L'essentiel est parti. Il y a maintenant des, comment je vais appeler cela, il y a des résidus. Des résidus. À partir qui a quand même de la valeur. Il ne faut pas prendre résidus, que ça veut rien dire. Ça peut aller à des milliards. Des résidus qui ne sont pas entrés dans la liquidation première. Comment se fait-il? Par quelle ingéniosité maintenant le cabinet Atou a pu se retrouver là? Vous m'entendez? Parce qu'aujourd'hui, on tire sur... j'entends dans la presse, ça me met nos titres. Comment se fait-il aujourd'hui que ce monsieur, par quel ingénieux s'est trouvé... Parce qu'il a brandi de lui en disant que, on a demandé d'arrêter, il n'a pas arrêté. Mais on n'a pas le ministre des Finances. Oui, mais le président, vous l'avez dit tout à l'heure. Le texte du président réorganise le port. Enlevons la passion sur la chose, posons des questions froides pour comprendre. Je dis, si le ministre écrit au cabinet de monsieur Atou, et qu'il ne s'exécute pas, ça veut dire que quelque part, il tient le gouvernement. Et ça doit être à quel niveau? Parce que toi et moi, on dit ici qu'on a liquidé des sociétés, des entreprises, et que par la suite, il s'est retrouvé maintenant en train, avec le passif, avec le résidu. Comment s'est-il retrouvé donc là qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun est en train de courir après lui? C'est la bonne question qui devait t'interroger, toi et moi, monsieur Zan. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous dites, je pense que le journalisme nous impose d'aller vers les sources d'information. Oui. Il s'agit de décrire la situation. Il y a eu une période de privatisation de toutes les sociétés d'État. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 3. Et puis un jour, la personne chargée de ça, en 2006, clôture toutes les privatisations. À tout dont on parle, c'est un jeune homme qui va vers le ministre des Finances parce qu'il travaille, lui, dans un cabinet qui est associé aux liquidations et leur dit, il y a des biens qui traînent. Moi, je souhaiterais aller les chercher. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un contrat. Allez chercher ça. Mais nous, l'État, nous n'avons pas les moyens de vous payer. Ce que vous trouvez, on vous donne un pourcentage. Le reste... Le pourcentage, c'est combien, monsieur? Le pourcentage, 40%. 40%. Oui, le reste, c'est 60% pour l'État. Pour l'État. C'est écrit. Et ça, c'est une situation qui se passe en 2006 ou 2007, où effectivement, vous et moi ne sommes pas là. Quand le cabinet se lance donc sur le terrain, il n'a pas 5 francs. Et il y a un article, enfin, une disposition dans la Convention qui dit « à vos risques, dangers et périls ». Vous faites ça à vos risques, dangers et périls. Je ne vais pas revenir dessus. Je veux juste donner une autre information à M. Zan, c'est que des choses se sont passées. Le ministre des Finances, effectivement, a exécuté, parce qu'on a demandé de reverser tout à la société de recouvrement des créances du Cameroun. Et il y a une disposition que vous ne lisez pas, qui dit que ils sont en train de mettre en place le chronogramme pour qu'effectivement, ils travaillent avec ce cabinet-là pour la rétrocession des biens. Et pour finir, cette affaire n'est pas cachée. Le CONSUP a fait un rapport contradictoire. Le Premier ministre du gouvernement a fait une mission avec le port autonome de Douala sur la même question. Il y a des résultats là-dessus qui montrent bien, et moi ce qui me gêne, c'est qu'on se focalise sur cette affaire qui en réalité a déjà été réglée. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Le cabinet Atou est en pourparlers avec le ministre des Finances et sont en train de mettre en place le chronogramme à travers lequel ils vont... et il a d'ailleurs donné, je dirais plus loin, il a dit, les 40%, je n'en veux pas. Mais sauf que le PAD, le port autonome, se plaint quand même qu'il est dans une logique de modernisation de ses infrastructures. Mais le port autonome de Douane ne peut même plus s'en prévaloir puisque tout ça a été reversé à la SRC. Avec votre permission, je voudrais revenir mais lisez sur un aspect que nous semblons occulter sur il faut nous permettre de comprendre ces sujets. Je voudrais revenir sur un aspect extrêmement important. Il faut se poser la question de savoir qui passe la première convention avec Atou. Posez-vous la question, comment ça s'est passé? C'est une commission parlementaire? C'est un ministre? Non.
c'est un individu. Vous avez compris pourquoi j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que le cadre... c'est pour ça que j'insiste sur le vide juridique. J'insiste. Nous sommes dans le cadre opérationnel n'est pas le cadre juridique. Voilà pourquoi on a des problèmes aujourd'hui, parce que tout s'est fait dans des deals à la limite mafieux. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Et je vous assure, si on rentre dans le fond des réalités de ce dossier, vous allez découvrir que l'État du Cameroun a déjà perdu énormément d'argent et est obligé d'aller faire la manche au président des institutions de Bretton Woods. Pourtant, il y a des biens, il y a de l'argent, mais qui sont devenus des propriétés des individus. Donc, c'était pour rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que tout part d'une mauvaise procédure. Et ce qu'on appelle l'actif résiduel là, moi, je ne comprends pas d'où ça vient. Parce que même en économie, je n'ai jamais rencontré cette notion. Mais ça vient par la situation. Non, c'est une invention. C'est une invention. C'est né d'une situation. Oui, c'est venu d'une situation, mais c'est une invention strictement camerounaise qui naît à la faveur justement de cette convention. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça fait? Résiduel. Vous prenez un immeuble, comme l'immeuble Shell de Yaoundé, vous le considérez comme un résidu, soyons un peu sérieux. Comment on peut faire l'application et vous l'oubliez même comme Shell? Ça signifie qu'il y a un problème dans le fond. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que même les liquidateurs, avant la clôture de leur contrat, n'ont pas rendu public la situation réelle de toutes ces entreprises d'État. Moi, j'étais à Belabo. D'où l'audit demandé par le président de la République. Moi, j'étais à Belabo, au niveau de la Sofibel. C'est la même chose. J'ai trouvé que j'étais à Belabo il y a 6 ans. J'avais trouvé les squelettes de la Sofibel. Je suis reparti là-bas il y a 1 an. Il n'y a même plus une pierre sur l'autre, alors qu'il y avait des grosses constructions. On a tout vendu. Mais s'il y avait un résiduel, donc un chercheur de résiduel. Maintenant, le résiduel qui nous préoccupe actuellement est un résiduel qui n'a pas sa place. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer un bien d'une valeur comme les immeubles de l'ONCPB à Douala, de l'ONPC à Douala, à Yaoundé et tout ça, et même de l'ex-régie nationale des chemins de fer, qui, je vous rappelle, avait d'énormes patrimoines immobiliers. Parce que, peut-être vous ne le savez pas, la régie nationale des chemins de fer logeait tout son personnel, tous ses cadres, que ce soit à Yaoundé, partout il y avait des grandes gares, même en Balmayo, même à Douala. Et quels sont donc devenus ces patrimoines-là? Selon les informations mises à ma disposition, la plupart ont été mis à disposition de certaines personnalités. Ça fait partie des actifs résiduels? Ce que moi j'ai comme information, pour m'être rapproché du cabinet Lazare Atou, c'est que ces valeurs-là existent. Ces valeurs existent. Il les a. Elles existent. Voici les valeurs. Elles existent. Je suis d'accord qu'elles existent. Il n'est pas en train de dire qu'elles n'existent pas. Attendez, M. Goro. Moi, je voudrais quand même qu'on soit. Je voudrais quand même qu'on soit simplement logique. Et tu me permets de chuter. Est-ce que c'est possible de faire que sur 200 sociétés dont vous avez parlé, qu'une personne s'occupe de 3 et vous annonce que le travail que j'ai fait, j'ai un patrimoine de 285 milliards. Personne ne s'intéresse à ce patrimoine. On s'intéresse à disant qu'il a sûrement fait des disponibles. Et les 197 autres disponibles qui sont dans la nature, que sont-elles devenues? Est-ce que le moment n'est pas venu de mettre en œuvre l'instruction du chef de l'État d'un audit général de toutes les privatisations? Je voudrais revenir sur quelque chose. Lorsqu'on parle de... La mission, c'était quoi? La sauvegarde des biens. La sauvegarde des biens, on entendait au-delà de ça le paiement des droits sociaux. Honorer les engagements. Est-ce que quelqu'un nous a déjà fourni l'état des lieux? Parce que moi, j'ai des amis qui travaillent à l'ONCPB, qui travaillent à l'ONPC, qui sont morts dans la misère. Mais il y en a eu à la régie FERCAM qui ont quand même... Même chose à la régie FERCAM. Mais pourquoi nous déclarer des valeurs de 300 milliards alors que... Monsieur Ngoro, vous êtes journaliste, pourquoi vous n'allez pas vers le cabinet Lazare? Comment est-ce que vous pensez que les seules sources que je dois exploiter, c'est seulement aller vers... Moi, je travaille sur cette... Monsieur Allega, je vais vous prendre un exemple. Permettez-moi. Moi, je suis attendez, vous laissez... On va revenir... Je vous en prie, parce qu'il ne faut pas que je me perde de fil. Et je n'ai pas besoin d'aller à la source. Je suis victime des privatisations, je suis Etenga.
Vous avez entendu du train qu'on appelait Ngonetenga? Ils ont vendu tous les rails. Oh, il c'est qui, monsieur? Il c'est qui? Vous n'allez pas dire que c'est le cabinet qui a vendu quand même les rails. Ils ont tout vendu, comme la ligne Douala Nkosamba. N'oubliez pas que ce cabinet n'intervient qu'en 2007. Et il faut nous permettre, je vous ai fait venir parce que vous avez l'expertise sur cette question. Je voudrais que les téléspectateurs comprennent le fond de cette affaire. Ils vont comprendre. Vous savez, moi je suis allé, j'ai cité le cabinet à tout le premier. Je suis un élu, conseiller municipal, grand conseiller à la communauté de Douala. L'un de mes rôles, c'est de protéger le patrimoine de mon pays. Et moi, j'estime que ce qui a été signé pour M. Atou est dangereux pour le pays. Il ne faudrait plus que ça recommence. Et maintenant, je voudrais dire que la faute commune ne crée pas le droit. Donc, vous voulez dire que l'État s'est trompé en signant ça? L'État se trompe. Il y a plusieurs engagements que l'État a pris et que l'État a retracté plus tard. Je prends un exemple. Le ministre il va ici, s'est retracté dernièrement sur une signature de 400 000 hectares. Donc, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Il s'est retracté. Donc, c'est des individus qui peuvent être trompés. Ça peut arriver. Je vais sur ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Je suis un chrétien catholique, je n'accuse pas sans preuve. Je dis, M. Atou était peut-être animé de très bonnes intentions au départ. Mais je me demande, depuis qu'il a pris la gestion de ses actifs, même comme ses amis ont ajouté le terme résiduel plus tard, pour nous faire comparer résidu, c'est petit, oh, ce n'est pas petit. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, par exemple, lorsque vous avez lu ce que signifie liquidation, c'est-à-dire gérer, vendre et apurer le passif, on me fait comprendre aujourd'hui qu'il a dit que les 40% là, il ne veut pas. Nous demandons quand même qu'il y ait cet audit qui soit fait. Peut-être par une commission parlementaire. On a cité le concipé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut nous donner état du rapport de ce concipé là? Troisième chose, le chef de l'État signe un document. Il dit ceci. L'État transfère au port autonome de Douala, en propriété ou en jouissance, selon le statut juridique de ces biens, les actifs, il n'y a pas de judiciaire. Ainsi que... Mais on a créé, il y avait une commission quand même, la commission de gestion et de sauvegarde des actifs. Non, c'est une structure qui existait. Et là, il y avait résiduel. Il y avait une mission de gestion et de sauvegarde des actifs résiduels, c'est bien écrit. Ça n'a pas existé. Et le décret vient après. Il faut qu'on comprenne. Je vais vous lire le décret. De l'ex-Office national des ports du Cameroun, localisé dans la circonscription portuaire de Douala-Bonabiri. On est sur Douala-Bonabiri aujourd'hui. Et il y a l'alinéa 2 qui dit le patrimoine de l'ex-ONPC situé à l'intérieur de la circonscription de compétence. On n'a pas dit portuaire. Parce que les mêmes personnes disent que le décret parle de la compétence portuaire. Or, ils ne sont pas de la compétence. La circonscription de compétence. Pour dire quoi? Pour dire que le port de Douala, s'il a un immeuble à Paris, cet immeuble devrait revenir au port autonome de Douala. Alors, et je termine. Non, monsieur, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. On va donner des explications techniques. Oui, allez-y. Je voulais dire qu'après, on dit, sont abrogés, article 35, les dispositions antérieures contraires, notamment le décret 99-130 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du port autonome de Douala. Il y a une le 24 janvier 2019. Autre chose, monsieur Aléga. J'ai un document ici avec moi où tout le monde regarde, c'est écrit cabinet Atou, excusez-moi. Nous sommes le 31 octobre 2006. Il écrit à M. Ali Loussada, qui lui aurait bien avant contacté. Il dit, bon, votre lettre de référence, objet, votre demande d'achat de ferraille. Oui, on a vu ça. Non. Quel est le problème? Non, laissez-moi avancer. Votre achat de ferraille. Messieurs, nous accusons réception de votre courrier du 30 courant relatif à l'objet en marge. Y faisant suite, nous vous indiquons ci-dessous les modalités pratiques d'acquisition de la ferraille appartenant à l'ex-RNCFC définies de la manière suivante. Premier tiret, un dépôt de 25 millions de francs CFA qui sera graduellement amorti au prorata des quantités. Charles, vous voulez nous amener où avec ces documents? Pour vous faire comprendre que je pense que scène de presse, je me suis tapé 250 km pour venir ici parce que je me dis c'est la CRTV qui parle des actifs. C'est un grand honneur pour nous, oui. Non, pour dire qu'il parle des actifs, de la gestion des biens de l'État. Je suis venu, c'est pour cette raison. Et il s'agit de la CRTV, donc on sera écouté. Pour demander à ceux qui gèrent ce pays que lorsque le chef de l'État, le président de la République, signe un décret,
ils soient appuyés. Pour nous faire comprendre que les commissions techniques mises en place dépassent le décret. De deux, lorsque le ministre des Finances signe un document pour demander à ce qu'on arrête l'activité, que ça continue, quand je me demande bien, où est-ce qu'on va? Lorsque j'entends que mon pays continue à s'endetter et que le ratio PIB, taux d'endettement, ne fait que a explosé, je me pose dans les questions alors que nous avons des actifs. Je vous ai donné... Oui, je vais vous donner la parole. Je vous ai donné... Léo, vous comprenez, les questions de juridisme entre les Camerounais, c'est plus compliqué. Oui. Je vous ai donné lecture d'un document et c'était à dessein. Je disais, dans ce document, on précise que l'administration du patrimoine de l'entreprise, des entreprises qui sont liquidées, est confié en contrepartie à un liquidateur. On a reconnu qu'il y a eu des liquidateurs. Et le liquidateur est chargé notamment d'en vendre les actifs mobiliers et immobiliers. Le produit de la réalisation des biens servira à payer les créanciers selon un ordre rigoureux. Je ne comprends pas toujours quel est le problème. Allez-y. Il n'y a pas de problème. En réalité, si on veut comprendre, on comprend qu'il y avait un programme de privatisation, liquidation, qui s'est arrêté. C'est-à-dire on a estimé qu'on a bouclé et qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est ça l'arrêt du programme par le ministre Abba Abba, qui était ministre de l'économie et des finances. Et c'est lui qui on ne peut pas dire aujourd'hui de lui peut-être qu'il est un individu venu de nulle part. Donc qui dit voilà on arrête. Mais il se trouve qu'il y a des gens, on a parlé de l'immeuble Shell tout à l'heure, je vous donne un truc simple. L'immeuble Shell était en train d'être vendu à 700 millions. C'est le cabinet Atout qui a amené les gens au tribunal et a récupéré cet immeuble Shell à ce jour, qui est revenu dans le patrimoine de l'État. Le terrain de l'ONPC à Douala, il y a un terrain à Bepanda, qui était en train d'être vendu par l'ancienne ministre Mincaf. Monsieur Atout l'a traîné au tribunal, il a récupéré ça. C'est entre les mains, c'est entré dans le patrimoine résiduel qui doit revenir à l'État du Cameroun. Mais je ne comprends pas ce pays où quelqu'un défend... Bon, alors, lorsqu'on vous dit que... Attendez. Oui. Il doit fonctionner. On lui dit, vous avez X% qui vous appartient et X% revient à l'État. Ce que vous retrouvez, votre travail, vous n'êtes pas payé. C'est à vos risques, dangers et périls. Et c'est écrit. Et moi, je suis étonné que l'analyse brillante de mon ami Nkodo se bute à quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 3 sociétés qu'on annonce aujourd'hui être détenteurs de 285 milliards. Parfois, ici, on demande les emprunts obligataires de 15 milliards. De 200, et il vous dit, je les ai. Mais alors, au lieu d'aller voir ça, prendre ça, et M. Zanki se plaint que le pays s'endette, et enlever ça. Et je vous dis même que c'est déjà fini, puisque le LGPR a demandé, ces biens sont vont désormais être les biens de la SRC. Vous voyez que la situation est catastrophique. Je pèse les mots. Ça, il faut le dire ouvertement. Et ça trahit qu'entre nous, Camerounais, nous ne sommes pas sérieux. Quand je le dis, j'ai honte quand je le dis. Mais vous êtes en train de mettre le doigt sur une blessure, monsieur le Douvou, qui est un patriarche. Mais il faut mettre le doigt. Grave. Il faut mettre le doigt. J'allais même dire gravissime. Il faut mettre le doigt. Parce que vous êtes en train de dire aux Camerounais que il y a eu 200 entreprises, sociétés d'État qui ont été privatisées. Mon cher frère Kodo a dit décapitées. Bon, enfin, je ne vais pas parler de décapitées. J'évite le vocabulaire fort. Et sur 3 seulement, vous l'avez dit, il y a 285 milliards disponibles. Et c'est le cabinet en question qui le dit. Permettez-moi de réfléchir bêtement. Non, je veux juste vous dire que ce n'est pas une invention des Lundu. Mais ça, c'est sur 3. Alors maintenant, les 197 autres, si on fait le même calcul, qu'est-ce qu'il en sortira? Bon, je ne sais pas si le cabinet Atout se trouve aussi dans les 297. Non. Donc je ne réfléchis pas comme ça. Je parle aux Camerounais pour qu'ils réfléchissent en même temps aussi. Regardez. Je souhaite que sur cette table, le chorus. Non, soyons sérieux dans ça. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a parlé de l'audit tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, en dehors du cabinet Atout, qui, certainement, dans ces registres, maîtrise ce que nous appelons aujourd'hui les résiduels. Est-ce que le gouvernement camerounais maîtrise tous les résiduels de ces 3 entreprises, 3 sociétés? That is the big question. Attendez, si tu me permets. Je vais dire ceci. Ça m'étonne, comment le gouvernement réagit m'étonne quand même.
Pour vous, il a réagi comment? Le ministre a écrit en disant aujourd'hui, on a demandé au cabinet à tout d'arrêter de faire ceci. Voilà, on écrit au RGPR. Ça, c'est en quelle année? Demande si l'année, s'il te plaît. 2022, juin 2024. Oui. Et pendant ce temps, vous lisez une autre note pour dire que monsieur Atou est en train de vendre les morceaux de fer. Non, qu'importe. Oui. Mais maintenant, qu'elles sont faites au gouvernement, on regarde comme ça. Justement. Ça continue. Alors, il y a un problème. On va poser. Et on devrait nous dire le problème ici. Tout à fait. À l'entrée de jeu, j'ai rappelé le vide juridique. Je pense que le cabinet Atou a profité d'un vide juridique parce que c'est un garçon intelligent. Et qui lui permet maintenant de s'approprier le patrimoine public grâce justement à ces vides juridiques et de disposer de ce patrimoine. Mais monsieur Lundu dit que ce patrimoine revient à la SRC. Sauf si c'est pas son patrimoine qui revient à la SRC, je veux bien. Mais pourquoi cette querelle entre le PAD et le cabinet Atou où il se retrouve même en justice? Ça signifie que si le cabinet Atou n'avait pas d'intérêt par rapport à ce patrimoine, il aurait déjà reversé à la SRC. Et je vais vous dire une chose. Moi, il y a un patrimoine. Dont je maîtrise la procédure d'attribution. L'ancienne gare de Bonabéry, il y a des hangars qui y sont construits sous un contrat sous un bail amphithéotique avec un expatrié pour 99 ans. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Le cabinet a un contrat de 25 ans avec l'État. Mais comment est-ce qu'il peut s'engager? Il a déjà passé un peu plus de 10 ans. Comment est-ce qu'il peut engager dans l'État du Cameroun sur des périodes allant au-delà de 25 ans? Ça signifie que quelque part, même au sein de l'État, il y a des complicités qui profitent justement de ce cœur obscur. Et comme il est donc assez intelligent, il surfe dessus. Et puis, chacun trouve son compte. Et le PAD, qui est une société à capture publique, dont une société d'État, a désormais du mal à récupérer le patrimoine qui lui revient de droit, parce que justement, ça se passe dans des couloirs trop compliqués. Nous parlons du transfert des fonds. C'est encore une question difficile. Le transfert des fonds dévolus à la Caisse des dépôts et consignations. Les retardataires avaient jusqu'au 31 mai pour être en règle. Sur cette actualité, écoutons Richard Avina Obam, directeur général de la Caisse. Le message reste constant. C'est celui qui consiste pour les autres structures à adhérer à la réforme et à respecter les lois de la République, notamment le décret du Premier ministre qui demande de transférer toutes les ressources qui sont dévolues à la Caisse de dépôt et consignation. Alors, les positions sont celles que nous avons. Le port autonome de Douala a du mal à récupérer ce qui lui revient. Le cabinet Atou a ses arguments aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de concilier à la fois le port et peut-être avec le concours de l'État pour que cette situation s'arrête? Personnellement, puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, je vais insister sur le fait qu'il faut que l'instruction présidentielle soit mise en œuvre, que toutes les sociétés soient retrouvées avec leur patrimoine. Première chose. Deuxième chose, ne faisons pas comme les autres. Quand le président de la République dit que faisons ceci, il ne nous dit pas de prendre des gourdins. S'il dit allez m'arranger telle chose, je crois quand même que nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent faire la médiation. Donc je pense que c'est un travail qui nécessite que vraiment qu'on mette en place une bonne commission de travail qui va s'appeler la commission de gestion par l'État du Cameroun des ressources résiduelles, par exemple. Quand je vois comment les biens de la République sont gérés par un individu qui, depuis des années, ne fait aucun audit, et que les actifs, le passif, continue à être... Mais pourquoi l'État reste passif? J'arrive, monsieur Oiseau, pourquoi vous êtes tout le temps agité? Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il y a eu 3 audits. Dites ce que vous voulez dire. Le Consup a fait un audit. Le Premier ministère a fait un audit. Si ce sont des audits. Monsieur Aleka, vous avez posé une question simple. J'ai dit que j'ai grandi avec mes grands-parents. Et ce que j'apprenais c'était qu'à un moment donné, on met le code coutumier de côté, on s'assoit, on s'insulte toute la nuit, mais à la fin,
on met du gibier, on boit du vin de palme et on ressort de là en ayant réglé le problème. L'affaire est en train d'être réglée. J'ai oublié que son porte-parole. L'affaire est déjà partie. Laissez-moi avancer. J'ai les mêmes livres. Laissez-moi avancer. C'est les gens qui racontent partout que j'ai reçu des maisons d'Atou et tout. Bon, ils voient dans les réseaux sociaux et l'on nous défend Atou parce que... Mais je vous dis que nous avons suivi ce programme. Monsieur Lundou, j'ai la parole. Et actuellement, on n'est plus au niveau, on est au niveau de la concession. Le ministre des Finances est en train de travailler pour reprendre ses biens et les reverser. Monsieur Lundou, j'ai la parole. On n'est plus au niveau. Et la question que pose monsieur Allegat, c'est que qu'est-ce qu'on fait? C'est pas d'aller... Je suis en train de répondre. Charlie, allez-y à la fin parce que les autres vont prendre la parole. Il joue à ce petit jeu là, vous avez notre programme, vous nous dites, parce qu'on veut aussi parler. Le peuple de l'aîné de me laisser parler. Merci beaucoup. C'est aussi ça le rôle de l'aîné. Bon, allez-y. Je vous dis qu'en ce moment où nous sommes, pour que les uns et les autres se parlent, il faut d'abord que les uns et les autres acceptent de se parler. Que les uns et les autres reviennent à l'orthodoxie familiale que nous avons chez nous et qui comprennent que ce patrimoine-là n'est pas le leur, c'est le patrimoine de l'État du Cameroun. Et que le grand sage frappe de la main sur la table, comme il l'a fait dans l'affaire MINSEP. Non, il n'a plus à frapper. Si vous vous êtes déjà entendu, il ne va plus frapper. C'est lui qui dit qu'ils sont entendus. Moi, je sais qu'il y a un procès à cours au tribunal à Douala. Ouais, c'est parce que M. Lundou nous dit ici. Moi, je ne suis pas au courant. Ce dossier est un dossier extrêmement délicat. Vous savez, ces actifs sont gérés depuis des années. Maintenant, il faut passer par un véritable audit indépendant. Peut-être même que je parle d'une commission interparlementaire, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, parce que pour faire la situation, même en cabinet privé pourrait se faire corrompre, il y a trop d'argent dedans, il y a trop de biens dedans. Il s'agit donc pour la République de reprendre ses droits sur son patrimoine. Est-ce que la conciliation est possible? La conciliation est possible, mais il faudrait qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Il faudrait qu'il y ait une volonté réelle de part et d'autre. Pardon? Il faut surtout qu'il y ait un médiateur. Et un médiateur qui est crédible. Dans l'État même, parce que l'État, au stade actuel, le pays c'est fantastique. L'État est dans son droit de remettre en question ce contrat et de voir comment désintéresser à tout. Et donc, tout doit passer par un audit indépendant. Tout devrait passer par un audit indépendant. Parce qu'il y a des choses dedans qui empêchent même la vérité de prospérer, parce qu'il y a des personnes qui sont compromises dans la gestion de ces actifs. Je ne vais pas être long, Séverin. Je vais juste marquer mon étonnement. L'État du Cameroun qui a les problèmes, les tensions de trésorerie ces jours-ci. Chacun, ça n'étonne personne. Et nous voyons qu'il y a des niches d'argent là. Et personne ne veut s'y aventurer. Et on est en train de dire non, c'était qui a tort, l'autre a raison. Et c'est l'argent de l'État qui est là. L'État ne peut pas prendre. L'État doit faire une médiation. S'il te plaît, tu peux, je le disais. Moi, j'étais entendu, excusez-moi. Et l'argent de l'État est là, son argent à lui. Il ne prend pas, ça chauffe. L'État est une personne. Excusez-moi, s'il vous plaît. Okay. Je veux dire quoi? Rien d'autre. Attends, vous êtes venu de Douala avec notre programme. Laissez-nous parler un peu. C'est-à-dire, l'argent de l'État, l'argent liquide frais là. De l'État? Est-ce que c'est possible de s'arranger? Oui. C'est possible, c'est vrai. Le cabinet à tout n'est pas plus fort que l'État du Cameroun. Point barre. Premier point. Non, pas de point barre. Premier point. Non, attends. Parce que le cabinet à tout, quand j'entends M. Lundou parler, ça veut dire que le cabinet à tout a plutôt apporté la lumière sur certains faits. Mais bien sûr. C'est ça il faut reconnaître. Non. Ça veut dire que sans le cabinet à tout, l'État ne devait pas le savoir. Mais s'il n'avait pas travaillé... Et je doute. Attends, excuse-moi. Non, excuse-moi, je doute. Tout à l'heure, j'ai parlé des autres 197 entreprises, non? Oui. Quels sont dans ces? Je vous réponds. Non, ne me réponds pas. Voilà. Les Camerounais peuvent savoir. Donc ça veut dire quoi en réalité? Pour sauver l'essentiel. Parce que les besoins sont urgents et énormes. Absolument. A-t-il payé les dettes? Comment? Monsieur, toi, as-tu payé les dettes? Ce n'est pas la question que tu dois poser. C'est ceux avec qui il va t'aider qui vont poser ce genre de questions. Oh. Toi et moi, on ne maîtrise pas combien il a. Quand ma mère a été en... C'est l'esprit là qui empêche les gens de te parler. Mais bien sûr. Monsieur, voilà un esprit non conciliateur. Qui empêche les gens de s'asseoir. Comme je disais tantôt, il faut une volonté des partis en présence. Mais cette volonté risque de se buter. Il y a des esprits retors. Même pas des esprits retors. Risque de se buter aux prises d'intérêt
des uns et des autres. Oui. Aujourd'hui, je prends le cas du port autonome de Douala qui est engagé dans un processus de développement et de rentabilité de la plateforme portuaire et même de diversification. Ils nous ont montré la preuve avec ne perturbez pas Pierre Claver. Le PAD nous a montré une preuve. On ne savait pas ce que D était gagné au Cameroun. Aujourd'hui, on sait ce que le Cameroun gagne avec le terminal à conteneurs. C'est des actions qu'on doit saluer, c'est des actions qu'on doit accompagner, c'est des actions dont l'État a besoin. Et dans le temps, pour ceux qui nous gouvernent, de prendre en main ces dossiers pour que très rapidement, qu'on y mette un terme et que ceux qui ont des droits sur ces patrimoines puissent en bénéficier si c'est pour fructifier les caisses de l'État, que ce soit le cas, et non que ces patrimoines restent encore en suspension sans savoir exactement ce qu'ils sont devenus. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Chers téléspectateurs, nous osons penser que vous avez maintenant des éléments vous permettant de vous faire une parfaite opinion sur cette question, la gestion du patrimoine des sociétés qui ont été liquidées, notamment le cas qui nous préoccupe, le cas, le conflit entre le port autonome de Douala et le cabinet Atout. Nous n'avons pas la prétention de l'avoir épuisé parce que c'est un dossier assez profond, mais nous pensons que la discussion ici vous a donné plus de lumière. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à vous qui venez de Douala, avec un peu de désordre quand même. Hein. C'est notre esprit. Merci. Ils sont comme ça. Et merci pour la participation à cette émission Scène de presse. Bonne suite des programmes sur la CRTV.